Bon, il va quand même falloir qu'on en parle de ces signaux que ton corps t'envoie lorsque tu fais des efforts intenses comme du crossfit ou de l'aerox. Et l'un des signaux les plus importants, c'est la fatigue. Si tu ressens de la fatigue mais que tu persistes dans l'effort, c'est là que tu vas clairement risquer de tomber malade. Au niveau digestif aussi, il peut y avoir des soucis, que ce soit des crampes, de la diarrhée ou encore des reflux acides. Tu sais que tu es fatigué, mais tu carbures au café, aux boissons énergisantes, pour tout de même faire ta séance en te disant que ça va quand même te faire du bien et te rebooster. Dans cette vidéo, on va analyser les 5 pièges les plus fréquents auprès des athlètes qui s'efforcent dans leurs séances intenses et qui ne s'écoutent pas. Le premier, c'est pourquoi est-ce que vous avez plus souvent des infections hivernales, comme des rhumes, alors que vous vous entraînez beaucoup. Le deuxième, c'est la fatigue chronique qui t'empêche d'avancer. Le troisième, c'est pourquoi ton ventre te pose des problèmes lors de tes séances. Le quatrième piège, c'est l'inflammation cachée, qui détruit peu à peu tes articulations. Et le cinquième piège, c'est pourquoi ton système nerveux te crie stop, mais que tu ne l'écoutes pas. Et bien entendu, on verra ensemble les solutions. Première partie, c'est donc l'immunité qui est affaiblie. Apparemment, les athlètes très entraînés ont 2 fois plus d'infections que les sédentaires. Et donc, plus tu t'entraînes dur et plus tu fragilises ton immunité. En tout cas, c'est ce que disent les études, notamment au niveau du crossfit ou de l'aerox. Alors on dit souvent que le sport améliore l'immunité, c'est vrai, mais quand on subit un effort vraiment intense, le système immunitaire se retrouve en crise totale. Et cette fragilité sera présente dans les 48 heures suivant l'effort. Globalement, après un effort intense, voilà ce qui se passe dans le corps. Pendant l'effort, donc entre 0 et 60 minutes, le cortisol va exploser. Les lymphocytes, donc les globules blancs, les anticorps, vont se mobiliser en masse. Tout le système nerveux est en mode attaque. À ce moment-là, le système immunitaire est mobilisé, il est prêt. Après l'effort, entre 0 et 6 heures, le cortisol va encore rester élevé. La ligne de défense de la muqueuse intestinale va s'effondrer. Les anticorps IgA salivaires, qui est la première ligne de défense, va chuter d'environ 70%. Et donc là, déjà, on a une grosse vulnérabilité. Dans les 24 à 48 heures après, la fragilité est à son maximum. C'est là qu'on peut attraper n'importe quoi, en termes de virus ou de bactéries. Il va falloir attendre en moyenne 48 heures pour avoir une baisse de cortisol, une élévation des anticorps au niveau salivaire, et un système immunitaire qui est prêt à vous défendre. Le vrai souci, c'est lorsqu'on enchaîne plusieurs jours d'affilée des efforts intenses, sans vraiment respecter la récupération. Et donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent favoriser cet état de fragilité. Faire des efforts intenses d'au moins 2 heures, avoir entre 3 et 6 séances par semaine, être en déficit calorique, avoir un sommeil irrégulier voire insuffisant, ou encore l'absence de jours de repos. Le repos permet vraiment la cicatrisation immunitaire, la réparation, la construction. Donc si vous combinez au moins 2 de ces facteurs-là, vous risquez d'avoir des moments de fragilité. Alors au niveau des astuces pour cette partie immunitaire, il y a plusieurs choses que l'on peut mettre en place pour augmenter notre résistance. Pendant l'effort, il peut être intéressant d'ajouter 30 à 60 grammes de glucides par heure. Cela va réduire le pic de cortisol. Et donc, on aura une immunité moins affaiblie. On peut se tourner alors vers des gels, des barres énergétiques à base de dattes par exemple, ou encore des boissons isotoniques. Et le deuxième point, c'est l'hydratation. Là aussi, ça va dépendre des séances évidemment. Boire beaucoup d'eau pendant la séance n'est pas toujours conseillé, ça peut générer pas mal d'inconfort, c'est un petit peu au cas par cas. Mais en tous les cas, apporter suffisamment d'hydratation en journée avant la séance et un petit peu éventuellement pendant la séance et surtout après, ça peut aussi atténuer les choses. Car si on perd déjà 2% de poids en eau, l'immunité est déjà affaiblie. L'objectif est donc de rester hydraté au mieux. Ensuite, dans les 48 heures après l'effort, idéalement, il faudrait essayer de limiter son exposition aux pathogènes et donc faire un petit peu attention aux règles d'hygiène de base en fait. En plus de ça, on va pouvoir se complémenter en micronutrition pour soutenir l'immunité. On peut penser à la vitamine C, à la vitamine D, au zinc ou encore à la glutamine. Ça va vraiment vous soutenir au niveau immunité. Ce sont des éléments de base que la plupart devraient déjà prendre, mais ici on va pouvoir peut-être augmenter un petit peu. Pour la vitamine C, on peut tourner entre 500 et 1000 mg de manière fractionnée sur la journée. Le zinc, quant à lui, sera plutôt entre 10 et 15 mg. Pour la vitamine D, ça va dépendre de votre bilan sanguin, mais en moyenne, on est entre 1000 et 3000 unités par jour. Et au niveau de la glutamine, ça peut être entre 5 et 10 grammes. Mais l'élément le plus important reste bien entendu le sommeil de qualité, c'est-à-dire entre 7 et 9 heures à heure fixe. Idéalement, on va se coucher à la même heure et on va se lever à la même heure tous les jours ou presque. C'est pendant cette nuit que le corps va se réparer, va multiplier les globules blancs pour soutenir cette immunité. Si vous manquez une nuit, vous avez 40% de défense immunitaire en moins. Et dernier point dans ce chapitre de l'immunité, c'est d'avoir un programme intelligent. Entre 3 et 5 séances par semaine, entre 40 et 60% de VO2 max, là on a des effets immunostimulants. C'est plutôt positif. Au-delà de ça, on va avoir une immunodépression. On peut aussi intégrer des semaines décharge toutes les 4 à 6 semaines. En fait, ça limite votre intensité à entre 60 et 70% à ce moment-là. Ça permet de ne pas toujours être dans l'effort maximal et donc dans le risque d'être fragile. Le deuxième piège, c'est la fatigue chronique.
si même après 8 heures de sommeil tu as du mal à te lever, c'est déjà un signe. Et la plupart des gens qui se surentraînent ne sont même pas conscients de cette fatigue qui s'accumule. Ils pensent que c'est lié à leur âge ou que c'est le prix à payer pour performer. Alors que non, c'est une alarme et le corps demande de ralentir, de lever le pied, avant d'avoir des problèmes plus graves. Et c'est là qu'on va constater une chute des performances, une immunité affaiblie, une libido dans les chaussettes et une anxiété bien présente. En fait, le surentraînement, ce n'est pas forcément un excès de volume ou de séance, c'est surtout une énergie dépensée plus grande que l'énergie consommée. C'est-à-dire que la plupart des gens n'apportent pas suffisamment de calories pour faire face à tous ces efforts. Par exemple, un athlète de 80 kg qui fait 1h30 de crossfit intense par jour, au repos, il va consommer en moyenne 2500 calories par jour, et avec la dépense, entre 600 et 900 par jour. Donc au total, il lui faudrait entre 3100 et 3500 calories en moyenne. Mais la plupart des personnes se situent entre 2500 et 2800. On a donc un déficit de 500 à 1000 calories par jour, ce qui est énorme. Et ça, bien entendu, le corps va le subir. Ça va s'additionner au fur et à mesure des jours et des semaines et des mois. Et pendant ce temps-là, le corps, que va-t-il faire? Il va grignoter dans les réserves pour compenser ce manque. Il va grignoter dans le gras peut-être, mais aussi dans les muscles, ce qui ne va rien arranger pour l'immunité ou les performances. Donc dans ces cas-là, on n'a pas assez d'énergie, un cortisol trop élevé, une synthèse protéique qui va s'effondrer, les muscles ne vont pas se reconstruire, les hormones sexuelles vont diminuer avec un impact sur la libido, et ensuite la thyroïde qui va être au ralenti avec un métabolisme qui va aussi tourner au ralenti, et donc le corps va se mettre un peu en alerte, en défense, et donc va plutôt stocker de la masse grasse plutôt que de convertir les calories en énergie. Donc la première étape ici, c'est de calculer déjà son apport calorique. Il y a pas mal d'outils en ligne qui permettent de faire le calcul déjà de votre apport moyen au repos sans effort, l'apport nécessaire avec l'effort. Ça va déjà vous donner une idée, même si c'est quelque chose qui peut vraiment varier d'une personne à l'autre, mais au moins vous aurez un repère et vous pourrez un petit peu voir où vous vous situez par rapport à vos habitudes actuelles. Ce qui peut être intéressant en fait, c'est d'alterner les séances fortes et les séances plus douces. Par exemple, le jour 1 et 3, vous faites un WOD à haute intensité. Le jour 4, vous faites une récup active, de quelque chose de plus calme comme de la marche, du vélo, de la natation, du yoga. 5e jour, un repos complet, sans réel effort physique. Le 6e jour, on peut faire un WOD à 70% de ses capacités, donc plutôt modéré, plutôt technique. Et le 7e jour, un repos total de nouveau. Et toutes les 4 à 6 semaines, alors une semaine de décharge. On réduit tout en termes d'intensité, on garde la technique mais on réduit les charges. Et ça permet de progresser sur le long terme plutôt que de bosser dur tous les jours où le corps n'a pas le temps de se réparer et de se renouveler pour faire face aux prochaines séances. C'est beaucoup plus constructif, beaucoup plus stratégique. Et bien entendu, l'alimentation joue un rôle crucial également après l'effort. On doit apporter entre 20 et 40 grammes de protéines, entre 60 et 100 grammes de glucides et entre 10 et 20 grammes de graisse en moyenne. Là aussi, évidemment, le sommeil va avoir un rôle important et donc attention aux boissons énergisantes par exemple. Troisième piège, c'est le trouble digestif. Peut-être que vous avez déjà eu ça. Vous êtes en plein WOD et subitement une crampe abdominale fait son apparition. Ou on a envie d'aller aux toilettes, ou on a des reflux acides. Il est bon de rappeler que pendant un effort intense, 80% du flux sanguin va être dévié des intestins vers les muscles, car la priorité est à ce niveau-là, donc tout ce qui est digestion est vraiment à l'arrêt. Donc les intestins vont vraiment se trouver en ischémie, similaire à un petit infarctus intestinal. Alors pas de panique, tout ça c'est prévisible et contrôlable. Au repos, le flux sanguin va se distribuer de manière équitable au niveau des muscles entre 15 et 20%, au niveau des intestins entre 25 et 30%, au niveau du cœur-cerveau entre 40 et 45% et 10% pour tout le reste. Mais pendant un effort intense, c'est-à-dire à plus de 70% de la VO2 max, les muscles vont prendre la majorité, entre 80 et 90%, ce qui va laisser aux intestins entre 5 et 10%. Autrement dit, presque rien. Le cœur et le cerveau vont être à 10%, le minimum vital, et pour le reste, entre 0 et 5%. Donc c'est ça qui va expliquer la fragilité au niveau intestinal et les inconforts qu'on peut avoir pendant l'effort. Au total, il pourrait y avoir 7 causes possibles par rapport à la sphère digestive. Ce qu'on vient de voir, l'ischémie intestinale, on peut aussi avoir un impact mécanique par rapport à la vibration, au rebondissement répété, ou encore des chocs sur la paroi abdominale. Ensuite, ça peut être à cause de la déshydratation, ce qui épaissit le contenu digestif et qui le rend plus difficile à digérer. On peut aussi avoir une hyperconcentration de la nutrition, un gel trop concentré, pas dilué dans l'eau, ou encore une boisson énergétique trop élevée en termes de glucides, c'est-à-dire à plus de 8%. Ça peut aussi être à cause du repas pré-effort, le pré-workout. Peut-être qu'il était trop gras, trop riche en fibres, trop volumineux, ou consommé à moins de 2 heures de l'effort. Ça peut aussi être lié à une perméabilité intestinale. L'accumulation d'efforts intenses va augmenter ce risque, et donc on va avoir des bactéries qui vont passer dans le sang, alors qu'elles ne devraient pas, ce qui va générer une inflammation systémique massive, source de bien des problèmes. Et dernier point, ça peut aussi être lié aux anti-inflammatoires, pris pendant ou après l'effort, ibuprofène, aspirine, ça détruit clairement la barrière intestinale. Et donc c'est vraiment déconseillé de prendre ça autour de l'effort. Les solutions par rapport à ceci, vous les avez devinées. Un repas simple, digeste, pris au moins 2 heures avant l'effort, et s'il a été pris 4 heures avant, intégrer une petite collation digeste environ 1 heure et demie avant l'effort. Là aussi, ça va être selon vos ressentis. Il faut trouver l'équilibre entre ne pas avoir faim pendant l'effort, mais ne pas non plus être en mode digestion lourde qui va en plus impacter votre énergie. Donc autour des efforts intenses, on va vraiment éviter
trop de gras, trop de fibres ou des épices trop agressives, trop acidifiantes. Et il en va de même pour le café pur qui peut générer des problèmes d'acidité ou de crampes. Alors au niveau de l'hydratation, si l'effort dure moins d'1 heure, on peut se limiter à de l'eau seule. Pas besoin de rajouter des glucides. Si l'effort dure de 60 à 90 minutes, là il est intéressant d'ajouter des glucides dans l'eau, 20 à 30 grammes par heure. Et si l'effort dure plus de 90 minutes, comme pour l'Aerox, on va aussi ajouter des glucides, mais un peu plus, entre 30 et 60 grammes par heure, à augmenter progressivement. Avec en plus des électrolytes, pour avoir un apport de sodium entre 300 et 500 mg par heure. Alors concernant les sources de glucides, il est toujours intéressant et conseillé de les tester avant, pendant l'entraînement, plutôt que durant la compétition. On ne sait jamais comment vous allez y réagir. Il y a les boissons isotoniques, qui ont un apport entre 6 et 8% de glucides, ce qui est plutôt bien. On a des gels dilués dans l'eau, à ne pas consommer sec. On peut aussi avoir un jus dilué à 50%, comme le jus de raisin ou le jus de pomme. On peut aussi consommer pourquoi pas une petite banane, ou encore de la pâte à date. Ce qui peut aussi aider avant l'effort, c'est de faire une petite séance de respiration. Environ 10 minutes avant, respirer lentement par le ventre, cela va activer le système parasympathique. Ça va apaiser la sphère digestive pendant l'entraînement. Après l'effort, on peut encore se tourner vers certains micronutriments comme le zinc, la glutamine, le collagène, les oméga 3 ou encore des probiotiques. Le quatrième piège, c'est l'inflammation chronique. Alors le paradoxe, c'est que l'exercice va réduire l'inflammation, mais l'exercice intense sans récupération suffisante va créer de l'inflammation. Donc si vous vous réveillez avec des courbatures qui ne disparaissent pas, des genoux qui font mal, des épaules qui sont raides, ou encore des tendons qui crient, attention. Ce n'est pas forcément lié à l'âge, mais plutôt à l'inflammation qui a tendance à s'installer durablement. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser traîner, car plus l'inflammation s'installe, plus cela va augmenter le risque de tout type de pathologie. Après un effort intense, on peut bien sûr avoir des petites douleurs entre 1 et 3 jours. Mais avec le repos, elles doivent disparaître. Ça, c'est le processus de réparation normal, qui est même nécessaire pour la progression. Mais l'inflammation chronique, qui elle est mauvaise, va générer des douleurs persistantes, au niveau articulaire, au niveau courbature, des tendinites récurrentes, des gonflements, voire même de l'anxiété ou un état de dépression. Il peut aussi y avoir de l'insomnie malgré la fatigue et des infections à répétition, car l'inflammation chronique va stimuler l'immunité et donc l'affaiblir. Alors au niveau des solutions ici, eh bien, il va falloir moduler l'effort avec suffisamment de repos et des récupérations actives, c'est-à-dire des séances de marche par exemple. Après l'effort, on peut aussi prévoir des étirements. Une fois refroidi, quelques heures plus tard, peut-être avant d'aller se coucher, travailler un peu la mobilité. Certains vont aussi recommander la cryothérapie, les bains froids, qui va aider à réduire l'inflammation et à améliorer la récupération. Alors comme toujours, il peut y avoir des contre-indications comme le fait d'avoir des blessures aiguës. Renseignez-vous toujours avant de faire quoi que ce soit. Au niveau nutritionnel, ce qu'on peut faire pour combattre un petit peu cet excès inflammatoire, c'est prendre du curcuma, et plus précisément de la curcumine, entre 500 et 1000 mg par jour. Évitez de prendre une formule qui contient du poivre, car le poivre est inflammatoire. C'est plutôt intéressant de prendre de la curcumine avec du gingembre ou du fenugrec par exemple. Le gingembre frais râpé à 1 ou 2 cm dans de l'eau chaude peut aussi faire du bien. Sans oublier les oméga 3 ou des antioxydants que l'on retrouve dans les petits fruits, comme les myrtilles, les mûres ou encore le cacao cru. Ces antioxydants vont bloquer les cytokines pro-inflammatoires et donc vont clairement aider à retrouver un état normal. Et là aussi, on n'oublie pas le sommeil qui va clairement aider à abaisser cette inflammation. Cinquième et dernier élément, c'est l'épuisement du système nerveux central. C'est-à-dire qu'après le WOD, après s'être donné à fond dans l'effort, on est incapable de se concentrer. On n'a pas d'énergie mentale, on n'a rien au niveau cognitif. On est vraiment HS. Donc là, déjà, c'est un signe. Il n'y a pas que les muscles qui sont fatigués, il y a aussi l'aspect cognitif, l'aspect cérébral. Et ça, c'est le système nerveux central qui est épuisé. En fait, pendant l'effort intense, le système nerveux est bombardé de stimulation. On a un boost de dopamine pour l'explosivité, l'énergie, la motivation. On a aussi de la noradrénaline qui va inonder le système nerveux pour la vigilance, avec en plus de l'adrénaline, du cortisol. Bref, le système nerveux combat-fuite est à son maximum. C'est bien, c'est utile, mais il faut que ça puisse s'arrêter. Après l'effort, ces neurotransmetteurs s'effondrent, le système parasympathique, donc le repos, refuse de s'activer. Résultat, on a un crash neurologique total. Car on le sait, dans le corps, tout est équilibre. On peut s'activer, mais on doit aussi se reposer, être capable de redescendre, de calmer le jeu pour se préparer à la fin de journée et au sommeil. Et si on est tout le temps à fond, à un moment donné, ça pose problème. Donc là, ce qui peut vraiment aider à vous faire redescendre, c'est les exercices de respiration. Inspirez lentement par le nez, 4 secondes. Retenir la respiration, 7 secondes. Expirer lentement par la bouche, 8 secondes. Répétez ça 5 à 10 fois. Les résultats sont immédiats. Le cœur ralentit, le système parasympathique s'active, le cortisol se réduit. On peut faire ça 2 à 3 fois par jour. C'est gratuit et ça marche. Ce qui est important aussi, c'est de s'exposer à la lumière du jour, le matin, sans lunettes, de faire une marche lente, sans téléphone, sans écran. Ça va aussi aider à réduire le cortisol au niveau salivaire. On peut aussi se tourner vers des méditations, le matin ou le soir. Donc pour moi, il est vraiment important d'avoir des moments
de calme, de repos, de retour à soi, que ce soit les jours de l'effort ou les jours de repos. C'est là que le système nerveux peut vraiment redescendre et revenir à la normale. Car l'objectif, après tout, de faire du sport comme ça, j'imagine, c'est pour la santé, c'est pour la longévité. Mais ça peut faire l'effet inverse si on en fait trop, si on ne s'écoute pas assez. Et moi, je vois effectivement ça comme un marathon. L'objectif, c'est d'être capable de bouger efficacement, durablement, plutôt que de se booster au jour le jour, mais de ne pas réfléchir plus loin et de ne pas forcément penser à la longévité, ce qui est un peu dommage. Voilà, j'espère vous avoir un peu conscientisé par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour la prochaine.